L'aviation moderne permet de voler presque par tous les temps. Depuis longtemps, les grands froids et la neige ne sont plus des obstacles insurmontables pour le trafic aérien. Ils nécessitent toutefois une attention particulière de la part des équipages. Réglé. Dégivrage. Éteint. Décoller ou atterrir sous la neige, en conditions givrantes, constitue une contrainte facile à maîtriser si l'on est précis et rigoureux. Mais lorsque le bricolage et l'inexpérience s'en mêlent, le résultat est rarement concluant. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Voici l'histoire du vol Air Florida 90. We are in an emergency. Ce 13 janvier 1982, la neige et le froid perturbent considérablement le trafic aérien de l'aéroport national à Washington. Les conditions météo étaient particulièrement mauvaises ce jour-là à Washington DC, et surtout à l'aéroport national. Il neigeait et il faisait très froid, moins 4 degrés. Et c'était une très mauvaise journée, et plus ça allait, plus il neigeait. Il est 14h15 et les 74 passagers du vol Air Florida devraient déjà être en vol. Et pour l'instant, leur avion est toujours à la porte d'embarquement. On aurait dû changer de vol en voyant la météo. On va peut-être enfin partir. Joe Stiley est un homme d'affaires également pilote privé. Il se rend en Floride pour le travail avec sa secrétaire Nikki Felch. La plupart d'entre nous savaient qu'il y avait beaucoup de neige ce jour-là et qu'on avait environ 50% de chances de pouvoir décoller. Les équipes de déneigement travaillent dur pour dégager la piste. Mais pour l'instant, les atterrissages et les décollages sont suspendus. Vous savez, il n'y a qu'une seule piste à l'aéroport national de Washington. Ça veut dire qu'on ne peut pas déneiger une piste pendant que l'autre est ouverte et vice-versa, comme dans beaucoup d'aéroports. Quand on doit fermer la piste, c'est tout l'aéroport qu'on ferme. Cet après-midi, le vol 90 est assuré par le commandant Larry Whitton. Il fait 16 degrés à Tampa et là c'est la tempête de neige. On serait tellement mieux à la maison. Le copilote s'appelle Roger Petit. Les deux hommes habitent en Floride. Les passagers détestent les retards. Ils les détestent plus que tout. Eh bien, les pilotes aussi. Et tout l'ensemble du trafic aérien les déteste également parce qu'il n'y a rien de plus perturbant pour tout le monde. Également à bord, Bert Hamilton, un cadre originaire du Maryland. Lui se rend à Tampa pour affaires. Priscilla Tirado, elle, déménage en Floride pour commencer une nouvelle vie avec son mari, José, et leur nouveau-né. C'est juste le dégivrage. Je suppose qu'il faut le faire. 14h45. L'avion passe au dégivrage. Avec une telle météo, le dégivrage est obligatoire avant le décollage pour éviter la formation de glace sur les ailes. Le vol va peut-être pouvoir partir avec 1h15 de retard. La tour. La piste nettoyée est enfin remise en service. Piste réouverte. Bien reçu. Ok, tous en piste. Les contrôleurs sont maintenant face à un gigantesque embouteillage. Eastern unité 3-3. Roulez et maintenez position. Eastern unité 3-3, on maintient position. Il y a des dizaines d'avions en attente pour le décollage ou l'atterrissage. J'imagine que les passagers parlaient entre eux. Quand va-t-on enfin pouvoir partir? 16-25. 16-25. Tournez à gauche, roulez et maintenez position. Vent dans le 010 pour 10 nœuds. C'est le genre de situation qui génère beaucoup de stress dans la tour de contrôle. 804, autorisé à l'atterrissage. Attendez 804. Au sol, on a 40 à 50 avions qui essayent tous de partir en premier. Eastern 1551, maintenez une vitesse réduite. Ça met une pression supplémentaire sur le personnel au sol et sur les contrôleurs de la tour. Ok, Palm 9-0, vous êtes le suivant juste derrière le DC-9. Palm 9-0. Derrière ce DC-9, je pense.
Le commandant Wheaton est autorisé à décoller juste derrière un DC-9 à destination de New York. Alors que le Boeing 737 d'Air Florida est sur le point de s'aligner sur la piste, en cabine, l'hôtesse Kelly Duncan procède aux dernières vérifications. Apple 5-8, autorisé à décoller, piste 03. Vent 10 nœuds dans le 010. Apple 5-8, décollage. Ça devrait être à nous dans 1 minute. Au boulot. Compensateur de profondeur sur 5.3. Réglé. EPR tout jusqu'à 204. Réglé. 556, autorisé à atterrir. Autorisé à atterrir, 556. Palm 9-0, alignement piste 03 et maintenez position. Palm 9-0. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de décoller. BNC à vos sièges, s'il vous plaît. On a entendu une annonce du cockpit nous prévenant qu'on allait décoller d'une minute à l'autre. J'ai cru qu'on n'arriverait jamais à partir. Palm 9-0, autorisation décollage. Palm 9-0, décollage. À toi les manettes. Ok. Sur ce tronçon de vol, le copilote est aux commandes alors que Larry Wheaton surveille les instruments. Rapidement, les moteurs délivrent leur pleine poussée. Oh. Il fait froid ici. Vraiment très froid. L'avion se lance sur la piste dans sa course d'envol. L'équipage a calculé que la vitesse de décollage aujourd'hui serait de 139 nœuds, un peu plus de 250 km/h. Oh, regarde ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non? Non, ça va, on est à 80. Peut-être que tu as raison. 120. Mais Joe Stilley décolle souvent de l'aéroport de Washington. Et il comprend rapidement qu'il se passe quelque chose d'anormal. À mi-piste, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. V1. Rotation. Et une fois en l'air, son inquiétude grandit. Quand l'avion a décollé, j'ai compris presque immédiatement que l'appareil avait un problème. J'ai dit à Nikki, on est dans la merde. Pourquoi? Que se passe-t-il? Toute la vaisselle, les tasses, les verres qui étaient dans le galet ont commencé à s'entrechoquer bruyamment. Et l'avion s'est mis à trembler. Dans le poste, le vibreur de manche se déclenche. C'est une alarme indiquant un décrochage imminent. Vas-y, mollo. L'avion vole trop lentement. Le commandant conseille au copilote de réduire le taux de montée pour prendre plus facilement de la vitesse. Pousse sur le manche, pousse. À l'arrière, Joe Stilley se prépare déjà au pire. Fais comme moi. J'ai baissé la tête et j'ai vu des gens autour de moi qui me regardaient. Et puis certains ont fait comme moi. Allez, pousse sur le manche, pousse, pousse. Ne move pas. Moins d'une minute après son décollage, les pilotes du vol Air Florida 90 sont en train de perdre le contrôle de l'avion. On n'y arrive pas. Reste baissé, garde la tête en bas. Les pilotes poussent les réacteurs à fond, mais rien n'y fait. Larry, on va s'écraser, Larry. Le 737 heurte d'abord un pont qui traverse la rivière Potomac. C'était comme si on se renversait à 90 degrés, comme si on faisait un saut périlleux. Et ensuite, on a heurté l'eau. Et ça, c'était un impact qui était beaucoup plus violent que celui avec le pont. J'ai senti que je perdais connaissance. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. En une fraction de seconde,
le vol 90 s'enfonce et se disloque dans les eaux glacées du Potomac. Quand j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé assis à l'horizontale dans mon siège. De l'eau me rentrait dans la bouche et dans le nez. J'avais un pied et une cheville cassée. J'ai réussi à dégager ma jambe et puis la jambe droite de Nikki. Elle avait le même problème que moi. Je l'ai prise par la main et j'ai commencé à l'entraîner vers l'arrière en pataugeant par-dessus les sièges. Sur les 79 personnes à bord, 6 seulement réussissent à s'extraire de l'épave et à rejoindre la surface. J'ai su que j'étais sorti de l'appareil quand j'ai commencé à voir la lumière du jour. Sur le pont, les dégâts sont aussi importants. L'avion a percuté plusieurs voitures, dont 4 occupants ont été tués sur le coup. 4 autres ont été gravement blessés. Quant à ceux restés coincés dans la carlingue, passagers ou équipage, leur sort malheureusement ne fait guère de doute. La nouvelle de la catastrophe se répand rapidement et les premiers journalistes comme Chester Panzer arrivent sur les lieux. On a reçu un appel radio du central qui nous annonçait qu'un petit avion s'était crashé à l'aéroport national. Chester, vous êtes là? Il y a eu un crash à l'aéroport national. Allez vérifier sur place. J'ai aussitôt accéléré sur l'autoroute. Le temps d'arriver sur les lieux de l'accident, les premiers secours sont déjà au travail, avec l'aide d'un hélicoptère de la police de la ville. On a sorti le matériel du coffre. On entendait un hélicoptère au loin. On a branché le micro à la caméra. On voyait des gyrophares partout. J'ai commencé à tourner. La première chose que j'ai filmée, c'était un corps qu'on chargeait dans une ambulance. Il s'agit de Burt Hamilton, le cadre du Maryland. Il est le premier à être extrait de la rivière Potomac. Les autres survivants se débattent toujours dans les eaux glaciales. Kelly Duncan, l'hôtesse de l'air, essaie d'attraper le filin lancé par l'hélicoptère. Derrière elle, avec son gilet de sauvetage, Nikki Felch. Il y a également Priscilla Tirado, qui a perdu son bébé et son mari. Elle s'accroche avec l'énergie du désespoir à Joe Stilley. Quand j'ai émergé, j'ai regardé tout autour de moi. Je me tenais sur un morceau d'épave. Tout le reste de l'avion avait disparu. À peine visible sur l'image, il y a un dernier survivant, Harland Williams. Il est encore à moitié coincé dans l'épave et pousse les autres à être secourus en premier. Juste en face de nous, il y avait un homme qui était coincé dans son siège par des câbles et des trucs qui s'étaient enroulés autour de lui et qui l'emprisonnaient littéralement sur place. J'ai dit à Nikki, je n'arriverai jamais à nager. J'ai les jambes cassées. Je suis incapable de les bouger. Il y avait un grand trou et la glace explosait tout autour. Ça faisait comme si un coup de batte de baseball avait brisé une fenêtre. J'ai regardé autour de moi. Il y avait environ 10 000 personnes sur le pont et aux abords de la rivière qui nous regardaient. Et nous, on était là, en train de mourir de froid. Tous ces gens ne pouvaient rien faire pour nous. La rivière est encombrée d'épais morceaux de glace. Impossible pour des sauveteurs sans équipement de tenter quoi que ce soit. Chester Panzer filme l'hélicoptère en train de sortir de l'eau une deuxième personne. C'est l'hôtesse Kelly Duncan. Elle s'accrochait au filin et l'hélicoptère l'amenait vers la berge. Dans une scène digne du Titanic, Joe Stilley fait de son mieux pour aider les deux autres survivants, Nikki Felch et Priscilla Tirado. J'ai plaqué Priscilla contre moi, de ce côté, avec un bras. Et j'ai saisi Nikki avec l'autre bras, mais il était déjà très affaibli. L'hélicoptère a commencé à nous traîner dans l'eau. J'ai lâché Nikki presque immédiatement parce que mon bras s'est paralysé. J'arrivais encore à tenir Priscilla. On se cognait à des blocs de glace au fur et à mesure qu'on était traîné par l'hélicoptère et toutes mes côtes se sont cassées. Et puis, à mi-chemin à peu près, j'étais incapable de soutenir Priscilla plus longtemps et j'ai dû la laisser sur un bloc de glace.
Joe est récupéré par les sauveteurs alors que Priscilla Tirado se débat seule sur la glace. L'hélicoptère essaie de lui lancer une bouée de sauvetage. Je l'ai vu se faire remorquer. Je l'ai vu perdre sa prise sur la bouée de sauvetage. C'est là que j'ai compris que cette femme était en train de se noyer sous mes yeux. Elle était dans l'eau et elle s'enfonçait sous le souffle du rotor de l'hélicoptère. C'est alors qu'un spectateur décide d'intervenir. Il n'a pas pensé à l'eau glaciale. Il n'a pas pensé une seconde à lui. Il s'agit d'un employé fédéral nommé Lenny Skotnick. Il s'est vraiment conduit en héros. Il a eu le cran de passer à l'acte sans réfléchir aux conséquences. Lenny l'a fait, personne d'autre. Ils étaient tous là, agglutinés tout autour. J'aurais voulu intervenir, mais j'en étais incapable. Son acte héroïque permet de sauver la vie de Priscilla. Malheureusement, pas celle de son bébé ni de son mari. Et le sauveteur de l'équipe médicale sort de l'hélicoptère. Il saisit Nicky Felch et la hisse sur le patin comme il peut. Il n'a même pas un harnais de sécurité. Il est lui aussi en équilibre sur le patin et c'est vraiment très impressionnant. Le vol 90 a plongé dans les eaux glaciales du Potomac depuis maintenant plus de 45 minutes. Les chances de retrouver un autre survivant dorénavant sont nulles. Nicky Felch était la dernière à être sortie de l'eau. Seuls 5 occupants de l'avion ont eu la chance de s'en sortir. Dans les heures suivantes, l'enquête est ouverte par le Bureau de la sécurité des transports américains. Les enquêteurs essaient de procéder aux premières constatations, alors que la ville de Washington est presque entièrement paralysée par la neige. Bien entendu, on tenait compte de la météo et à Washington, on pouvait quitter son travail plus tôt. Et j'ai fait comme tout le monde. En traversant en voiture ce même pont 1 heure plus tôt, je me suis dit, c'est un avion qui vole par ce temps-là. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Le vol 90 s'est écrasé à 1 km de la piste, faute d'avoir réussi à prendre de l'altitude. Pour les enquêteurs, la question est de savoir pourquoi. Tout ce qu'on savait, c'était qu'il s'était écrasé à basse altitude, ce qui pouvait indiquer un problème de commande. Mais on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Oui, c'est moi. Oui. À l'aéroport, tous les témoignages et documents concernant le vol 90 sont recueillis. C'était une sacrée journée. Il neigeait très fort par moments. On a été fermé pendant... Il porte principalement sur le mauvais temps. 1h15 à peu près, le temps qu'il déblaye la neige de la piste. La première chose que l'on regarde, c'est la météo. On tient toujours compte des conditions climatiques quand on recherche les causes d'un accident. Les enquêteurs découvrent qu'en raison de la fermeture de l'aéroport, le vol 90 a été retardé de plus d'1 heure. Il fait 16 degrés à Tampa et là c'est la tempête de neige. On serait tellement mieux à la maison. Une accumulation de neige et de glace sur les ailes de l'avion durant cette attente a pu avoir de sérieuses conséquences. Car non seulement la glace et la neige alourdissent l'avion, mais en plus, elles modifient le contour de l'aile en réduisant sa portance. C'est extrêmement important de dégivrer un appareil. La moindre petite contamination peut affecter les performances d'une aile, qu'il s'agisse d'un appareil léger ou d'un gros porteur. Les rapports des opérations de dégivrage sont examinés à la loupe. C'était très intéressant de voir comment le dégivrage avait été fait. Ce jour-là, pour ces avions, Air Florida a utilisé un procédé de dégivrage très puissant, recommandé pour les grands froids. En gros, ce qui se passe, c'est que le fluide de dégivrage dissout la neige et la glace en même temps. Donc, quand il est appliqué la première fois à pleine puissance, il est plutôt très efficace. Mais le rapport de dégivrage du vol 90 indique que celui-ci ne s'est pas fait à la puissance maximale. En étudiant le mélange utilisé, on s'est demandé si ce n'était pas lié à une mauvaise application des procédures. En effet, le liquide de dégivrage doit être dosé selon la température extérieure. C'est juste le dégivrage.
Un dosage incorrect réduit l'efficacité du dégivrage et surtout peut permettre à la glace de se reformer rapidement sur les ailes. Passez-moi ce bulletin météo, s'il vous plaît. Les enquêteurs examinent les températures enregistrées à l'aéroport durant l'heure précédant l'accident. Et ils s'aperçoivent que même sans être à pleine puissance, ces chiffres semblent tout de même indiquer que le dégivrage aurait dû marcher. Le dosage était à peu près compatible avec les températures enregistrées. C'est du travail bâclé, mais ce n'est pas la cause du crash. D'autres avions ont décollé sans problème ce jour-là, ce qui signifie que le dégivrage était efficace. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé avec cet avion pour mener à l'accident? Pour faire avancer l'enquête, il faut étudier de plus près les débris du vol 90. Mais la plupart se trouvent toujours au fond du Potomac. À la suite de cet accident, l'épave a coulé au fond de la rivière. L'eau était sombre et recouverte de glace, ce qui rendait difficile les opérations de repêchage. La queue a été récupérée, ainsi que d'autres débris. Mais ça a été très compliqué. Les moteurs s'étaient détachés, les débris de l'avion étaient éparpillés au fond de l'eau. C'était très difficile de rassembler tout ça. Une semaine après le crash, les enquêteurs font un pas important. Les 2 boîtes noires du vol 90 sont récupérées plutôt en bon état. En 1982, les enregistreurs de paramètres sont encore assez sommaires. Ils ne concernent que quelques dizaines de paramètres de l'avion contre plusieurs centaines aujourd'hui. C'est malgré tout suffisant pour fournir un indice précieux à John McKillor. Prévenez-moi quand c'est prêt. Ça nous a renseigné sur l'altitude et la durée. On savait ainsi combien de temps il avait roulé sur la piste avant de décoller. Le décollage du vol 90 a pris 45 secondes, soit 30% de plus que la normale. Il a mis longtemps à décoller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non? Il a mis longtemps à accélérer. C'est peut-être lié à la puissance des moteurs. Enfin, l'avion a atteint sa vitesse de décollage. V1. Rotation. Mais visiblement, il ne disposait pas suffisamment de puissance moteur pour prendre de l'altitude. Il n'est pas monté normalement. Donc, à l'évidence, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la puissance. La cause de l'accident tourne autour de ce constat. Malheureusement, l'enregistreur de paramètres n'est pas suffisamment précis pour révéler l'origine du problème. L'enregistreur ne nous apprend rien ni sur les moteurs, ni sur leur nombre de tours, ni sur leur état mécanique. L'enquêteur se rabat alors sur l'autre boîte noire, celle enregistrant les conversations dans le poste. Quel temps de chien! Je n'ai jamais vu autant de neige. En attente pour décoller derrière un DC-9, les 2 pilotes commentent les conditions difficiles qu'ils affrontent. Ça fait un moment qu'on a été dégivrés. Je vais te dire, mon vieux. Mon pare-brise sera dégivré. Pour l'aile, je sais pas. L'enquêteur dresse l'oreille en entendant l'équipage évoquer de la glace sur les ailes. Oh, de toute façon, il suffit juste de faire l'intérieur. Ce qu'il y a au bout des ailes va partir tout seul. Les pilotes savent qu'un nouveau dégivrage va aggraver leur retard d'au moins 30 à 40 minutes. Si vous quittez la file d'attente, vous allez être obligé de vous remettre au bout de la longue queue des appareils qui attendent leur tour pour décoller. Et quitter la file d'attente ou pas, c'est une décision qui incombe au commandant. On fait ton aile maintenant. En fait, pour éviter un nouveau dégivrage, le commandant a tenté une méthode osée. Il s'est placé dans l'axe du flux d'air brûlant des réacteurs du DC-9 qui le précèdent. Ils se sont positionnés exactement derrière le DC-9 en pensant que le souffle de ces réacteurs allait réchauffer et dégivrer leur appareil. Les réacteurs du DC-9 expulsent un air à 300 degrés, à plus de 100 km/h. Ils ont eu la tienne? Tu peux voir le bout de ton aile? J'en ai un peu sur la mienne. Un peu? Sur l'aile de mon côté, il y a environ 5 à 10 mm. Partout sur le dessus. Pour l'enquêteur, cette conversation est troublante, car elle prouve que l'équipage a eu recours à un bricolage pour dégivrer son avion. Reste que cette technique peu orthodoxe n'explique en rien un manque de puissance au décollage. À toi les manettes. Ok.
Mais l'enregistrement révèle un autre indice. Wow, regarde ça. Alors que l'avion est en pleine accélération sur la piste, le copilote attire l'attention du commandant sur un problème potentiel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Non, ça va, on est à 80. Mais le commandant demeure imperturbable, persuadé que tout va bien. Peut-être que tu as raison. Il sentait bien qu'il n'accélérait pas assez vite. Quand on est pilote, on ressent très bien l'accélération de l'avion dans son dos. On l'a vécu des milliers de fois, vous savez. Et quand on sent que l'avion va moins vite que d'habitude, on sait qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il aurait dû suivre son instinct. Oui, repassez-le encore une fois. Les enquêteurs maintenant s'interrogent. Les pilotes ont-ils commis d'autres erreurs? Palm 9-0, alignement piste 03 et maintenez position. Ça devrait être à nous dans 1 minute. Au boulot. La poussée des réacteurs nécessaires au décollage varie d'un vol à l'autre en fonction de différents paramètres. Le poids de l'avion, la longueur de la piste et les conditions météo. Compensateur de profondeur sur 5.3. Réglé. Les enquêteurs entendent l'équipage faire ses réglages et placer ses repères sur les instruments. EPR tout jusqu'à 204. Réglé. Est-ce que le copilote a mis son repère trop bas par rapport au poids de l'avion? Palm 9-0. Cela pourrait alors expliquer l'accélération très lente. V1. Et les difficultés à prendre de l'altitude. Les moteurs tournaient peut-être à plein régime, mais en tout cas, leur puissance n'était pas suffisante pour générer la vitesse et la portance nécessaires au vol. Le poids de l'avion au décollage est connu. À partir de là, il est facile pour les enquêteurs de calculer la puissance nécessaire des moteurs pour assurer un décollage en toute sécurité. On a tout vérifié. Il n'était pas en surpoids. Attendez, j'ai une idée. Pas de surpoids, mais pas non plus de précision sur la poussée réelle des moteurs. John McIdol décide alors d'utiliser une méthode de calcul peu orthodoxe. Je ne crois pas l'avoir jamais utilisé ou en avoir eu besoin pour un autre accident. Il essaie de préciser la poussée délivrée par les deux réacteurs en analysant le bruit des turbines. Chaque tranche de vitesse correspond à un bruit spécifique. Plus les moteurs montent en puissance, plus les turbines tournent vite et plus la fréquence du son augmente. Vous êtes prêts? Ouais. À partir du bruit des moteurs du vol 90 enregistré par la boîte noire, l'enquêteur espère être capable de déterminer la poussée qu'il générait. Heureusement, les moteurs du Boeing 737 montés sous les ailes et non à l'arrière s'entendent assez bien du cockpit. C'est la première fois qu'on analyse le son des moteurs qui vient en bruit de fond dans l'enregistrement vocal du cockpit. L'enregistrement des sons du poste de pilotage est étudié fréquence par fréquence. 120. V1. Rotation. Dans cet avion, les moteurs sont situés juste en dessous et légèrement en avant des ailes. Donc, ils ont pu obtenir, si je peux employer ces mots, de bonnes empreintes vocales des sons provenant des réacteurs. Vas-y, mollo. On a effectué une analyse informatique des sons dans le cockpit, ce qui a permis de séparer les différentes sources sonores et d'isoler le bruit des moteurs. On peut enlever le vibreur de manche? Vas-y, pousse sur le manche, pousse. Sans les voix de l'équipage. Allez, pousse sur le manche, pousse, pousse. Un par un, les techniciens suppriment tous les sons du cockpit pour ne conserver que le seul bruit des réacteurs. C'est une opération technique très élaborée d'isoler la fréquence sonore des pales du moteur et de celle des sons extérieurs pour les comparer à ceux d'un décollage normal. Tout ça a été fait par des techniciens très spécialisés. Vous pouvez monter ça? Et le résultat ne laisse place à aucun doute. Ces moteurs ne sont pas à pleine puissance.
Les analyses sonores indiquent que les moteurs tournaient à peu près à 70% de leur puissance. Ce qui veut dire, en gros, que cet avion a décollé avec un moteur et demi au lieu de 2. Nous savons maintenant que le Boeing 737 du vol 90 n'a pas décollé avec ses 2 moteurs à pleine puissance. Reste à savoir pourquoi. La réponse est peut-être dissimulée dans un instrument du tableau de bord appelé l'EPR. Cet instrument calcule la différence de pression entre l'entrée et la sortie du réacteur et permet d'afficher la poussée précise délivrée par le moteur. À toi les manettes. Ok. L'instrument indique donc au pilote la poussée dont il dispose. Un dysfonctionnement de cet instrument peut en revanche les induire gravement en erreur. C'est un réel indicateur physique de poussée. Or, le copilote émet des doutes sur son EPR. Wow, regarde ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Mais le commandant, lui, est concentré sur sa vitesse, qui à cet instant-là est correcte. Non, ça va, on est à 80. Peut-être que tu as raison. L'examen approfondi de l'instrument intrigue les enquêteurs. Ça ne peut pas marcher. L'aiguille est figée sur sa dernière position au moment du crash. Or, ce qu'elle indique est purement impossible. Elle indiquait que les moteurs produisaient une puissance supérieure à leur maximale. Pour nous, c'était un indice majeur. À toi les manettes. Visiblement, l'instrument était défaillant et les indications fournies au pilote étaient fausses. Question suivante, pourquoi? La puissance affichée était supérieure à la puissance réelle. Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Ici, à 2.9. Les enquêteurs s'interrogent. Finalement, les conditions météo ont-elles pu jouer un rôle dans l'accident? L'instrument affichant l'EPR est relié à des capteurs. Si la glace ou la neige ont pu d'une manière ou d'une autre bloquer ces capteurs, alors les informations fournies étaient forcément erronées. Je crois qu'on va avoir besoin d'un autre avion. Pour l'instant, John McIdle n'a aucune preuve indiquant un blocage des capteurs. C'est juste son intuition. J'ai essayé de vérifier sur un autre 737 la pression de la jauge des réacteurs. Pour recréer l'effet d'une obstruction par la glace ou la neige, il met à l'avant du réacteur un morceau de scotch sur la prise d'air du capteur. Puis il refait très précisément toutes les actions des pilotes du vol 90. Ok, démarrez. Et surtout, il enregistre le bruit des moteurs depuis l'intérieur du poste de pilotage. Continuez plein gaz. La puissance des 2 réacteurs est poussée jusqu'au repère calé par les pilotes du vol 90 sur l'EPR, un peu plus de 2.0. Je l'ai. Voyons si je suis sur la bonne voie. En théorie, le blocage des capteurs devrait entraîner les mêmes erreurs de lecture et la même réduction des performances des moteurs. Surtout, le bruit des réacteurs devrait être identique. Ok, à présent, voyons ce que ça donne. En laboratoire, l'enquêteur compare le son enregistré durant son test et celui enregistré par la boîte noire du vol 90. C'est vraiment copie conforme. J'en ai conclu que les 2 réacteurs étaient bloqués par quelque chose, probablement de la glace. Ils étaient bel et bien bloqués, mais les pilotes ne voyaient que l'affichage de leur puissance qui, elle, était normale. Les enquêteurs sont maintenant convaincus. Au décollage, l'équipage n'a pas disposé d'une poussée suffisante des réacteurs car la glace obstruait les capteurs et faussait les indications affichées sur l'EPR. Tout s'est joué en quelques secondes et les 2 pilotes n'ont pas eu le temps de réagir. Ils ont bien mis plein gaz, mais ils l'ont fait seulement 5 secondes avant l'impact. Il était trop tard. Pourtant, les moteurs Pratt & Whitney du 737 étaient équipés d'un système de dégivrage censé protéger les capteurs. Compensateur de profondeur sur 5.3. Réglé. EPR tout jusqu'à 2.04. Réglé. Dégivrage. État. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de décoller. C'est incroyable. BNC à vos sièges, s'il vous plaît. Ils sont dans une des pires tempêtes de neige et ils n'allument pas le dégivrage.
Les enquêteurs ont été stupéfaits que dans leur checklist, à la ligne système anti-dégivrage, ils aient tous les deux confirmé qu'ils ne l'enclenchaient pas. Habitués au climat chaud de la Floride, les deux pilotes ont tout simplement suivi leur routine. Dégivrage. Éteint. Oubliant les précautions exigées par grand froid. Quand ils ont déroulé cette checklist, dans leur tête, ils étaient déjà en Floride et pas en pleine tempête de neige. Mais John McIdle n'a élucidé qu'une partie du mystère. Le Boeing 737 est conçu pour décoller avec un seul moteur. Avec les deux moteurs, même avec une puissance réduite, l'avion, en théorie, aurait dû malgré tout réussir son décollage. Il restait encore un problème, parce que l'appareil était conçu pour décoller avec un seul moteur, après avoir atteint une certaine vitesse, ce qu'il avait fait. Donc, il y avait autre chose. Les enquêteurs se plongent alors dans les dossiers professionnels des deux pilotes, et ils découvrent que celui du commandant Wheaton était loin d'être parfait. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Commandant Wheaton. Regarde tous ces avertissements. À plusieurs reprises, le commandant a eu des avertissements pour le non-respect des procédures de décollage et d'atterrissage. Respect des règlements, insatisfaisant. Respect des checklists pré-vol, insatisfaisant. Procédure de vol, insatisfaisant. Pour un commandant, ça semble... Le passé du commandant explique mieux son bricolage improvisé pour dégivrer son avion avant le décollage. On fait ton aile maintenant. Utiliser le souffle chaud des réacteurs de l'avion précédent pour dégager la neige de ses ailes n'était pas forcément une très bonne idée. En réalité, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'était de récupérer de l'air chaud sur le bout de l'aile. Et toute la neige qui était accrochée là a fondu et s'est transformée en glace. Ils ont eu la tienne? Tu peux voir le bout de ton aile? J'en ai un peu sur la mienne. Un peu? Sur l'aile de mon côté, il y a environ 5 à 10 mm. En fait, ils ont fait beaucoup plus de mal que de bien à leur avion. En dégageant la neige, ils ont permis à la glace de s'installer sur les ailes et de dégrader les performances de l'appareil. Combiné au manque de puissance des moteurs, cette cause a scellé le sort de l'avion, devenu incapable de prendre de l'altitude. Reste une ultime question. Pourquoi les pilotes ont-ils pris un risque aussi important? Ça fait un moment qu'on a été dégivrés. Les enquêteurs concluent à l'inexpérience des pilotes. Ils ont carrément sous-estimé les dangers auxquels ils faisaient face. Oh, de toute façon, il suffit juste de faire l'intérieur. Ce qu'il y a au bout des ailes va partir tout seul. Ils venaient de Floride. Aucun d'eux n'avait l'habitude de voler par temps de neige ou dans des conditions hivernales. Oh, de toute façon, il suffit juste de faire l'intérieur. Ce qu'il y a au bout des ailes va partir tout seul. Le commandant n'avait effectué que 8 décollages dans ce type de conditions météo. Et le copilote, qui était aux commandes pour le décollage, n'en avait effectué que 2. Donc, on peut dire que les pilotes n'étaient absolument pas qualifiés pour appréhender toutes les subtilités de cet environnement climatique extrême. En pleine tempête de neige, manque d'expérience et mauvaises décisions ont constitué ce jour-là un cocktail mortel pour 79 personnes. Le commandant savait très bien que ça n'allait pas, mais il ne voulait pas rester bloqué à Washington, il voulait quitter la ville. Bien. Rotation. John McIdle est maintenant capable de reconstituer précisément l'enchaînement des séquences qui ont mené au drame. À toi les manettes. Ok. Le copilote commence par mettre les gaz, en visant sur le cadran de l'EPR la valeur de 2.04. Il ignore que les capteurs bloqués par la glace fournissent à l'instrument des informations fausses. Oh. Faute d'une réelle expérience des vols en conditions hivernales, il fait froid ici. Les pilotes d'Air Florida attribuent le comportement inhabituel de l'avion au froid extérieur. On entend le copilote exprimer des inquiétudes. Wow, regarde ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non? Et pourtant, le commandant n'en tient aucun compte. Non, ça va, on est à 80. Le commandant aurait pu dire « Hé, interromps le décollage et voyons ce qui ne va pas avec ces réacteurs. » V1. Rotation. Dès le décollage, le vibreur de manche se déclenche. C'est une alarme spectaculaire indiquant au pilote que l'avion trop lent est sur le point de décrocher. Le copilote essaie alors de reprendre de la vitesse. Mais
Mais avec le profil des ailes dégradées par la glace, c'est impossible. S'ils avaient mis plein gaz juste 10 secondes plus tôt, ils avaient des chances de s'en sortir. On va s'écraser, Larry! Je sais! C'est l'accumulation des mauvaises décisions prises par cet équipage-là qui est la cause de cet accident. Ça devenait de plus en plus évident que cet avion n'était pas piloté correctement. Et je le savais à mi-piste. Et je pensais que c'était une honte, parce qu'on allait tous mourir. Et c'est ce qui est arrivé à la majorité d'entre nous. Le 13 janvier 1982, une série d'erreurs commises par l'équipage a mené à la mort 79 personnes. Seuls 5 occupants de l'avion ont survécu, dont une grâce à un véritable héros. Pour le sauvetage de Priscilla Tirado, Lenny Skotnik est cité par le président Reagan dans son discours sur l'état de l'Union et applaudi par le Congrès américain. En souvenir du passager décédé durant le sauvetage, la ville de Washington a rebaptisé le pont de la 14e rue, qui s'appelle dorénavant le Harland Williams Bridge. La catastrophe d'Air Florida rappela aussi à l'ensemble du monde aérien l'importance des consignes de sécurité en conditions hivernales. La communauté des pilotes de ligne avait énormément de choses à apprendre de cet accident-là. Depuis la catastrophe d'Air Florida, vous ne décollez tout simplement pas si vous avez la moindre contamination de glace sur vos ailes. À la suite de cet accident, dans le monde entier, les aéroports exposés au grand froid ont commencé à installer les zones de dégivrage près des pistes pour réduire l'attente avant le décollage. Les fermetures d'aéroports sont aujourd'hui moins fréquentes, car les moyens de déneigement ont aussi été renforcés et sont beaucoup plus rapides. Aujourd'hui, on a un système multifonctionnel avec des balais, des souffleries et des chasse-neige. Le tout réuni dans une machine à plus d'1 million de dollars. Le drame d'Air Florida a rappelé à tout le monde, pilotes, contrôleurs et exploitants, que voler l'hiver n'est jamais sans risque. Il a malheureusement fallu l'accident d'Air Florida pour attirer l'attention sur ce problème de gel. Il fait pourtant partie de notre quotidien depuis que l'avion de Lindbergh a givré lors de sa traversée de l'Atlantique. Et il continuera longtemps à en faire partie.